Siamo pronti a partire, scusate i 2 minuti di ritardo, ma Cyril non ha ancora ben deciso dove sistemarsi. È nel suo giardino, un po' c'è il rumore, un po' ci sono gli alberi, un po' c'è il sole e quindi sta girando, lo vedrete tra poco, con il suo telefono per trovare la posizione a lui più congeniale. Spero che siate tantissimi, lo dicevo prima, io capisco che oggi è il 4 maggio, quindi si è ritornati al lavoro per molti di noi per fortuna e quindi eventualmente la vedrete più tardi. Non perdo tempo, vediamo se ha trovato un posto che gli piace e vado a presentarvi Cyril Neveu. Ça va? Tu t'es installé? Oui, bonjour, Bonjour tout va Cyril, bien. bienvenue. Ça va? Oui, bah bienvenue, ça va bien, un petit peu comme tout le monde, hein, un petit peu ras-le-bol de ce confinement, mais bon, il faut faire avec. Oui. Bah oui. Et vous avez encore une semaine par contre? Oui, plus ou moins une semaine, puisque le gouvernement français a décidé de faire partir les choses le 11, mais pas totalement, donc ça va pas être si facile que ça encore. Oui, come chez nous. Allora gli ho chiesto come va da loro, appunto quando riapriranno le cose da loro, come sappiamo per noi era oggi, per loro sarà l'11, però esattamente come avviene da noi, Cyril mi dice sì, però non tutto poi riaprirà l'11, quindi insomma dovremo vedere parecchie cose. Bon, Cyril, alors on commence de début. On a vu Hubert Auriol avec nous, ça fait quelques jours. Et on a vraiment commencé l'histoire de la carrière à partir du début, de la première Dakar. Mais avant ça, je voudrais bien te poser comme question comment s'est commencé ta carrière, ta première moto et pourquoi s'est commencé la carrière moto, on peut dire. Ah, bah écoutez, c'est par passion avant tout. Et il est vrai que moi, j'ai eu la chance d'être dans une famille de sportifs, puisque mon père était champion du monde de canoë-kayak. Donc, rien à voir avec la moto, mais dans la famille, on était déjà sportifs. Et mon père ne m'a pas interdit de faire de la moto, bien au contraire. Donc, ça, c'était la première chose. Et puis, c'est une histoire encore de famille, puisque moi, j'ai participé au rallye Abidjan-Nice et qui m'a permis de faire le Dakar. Mais avant cette course, il est vrai que je participais à des championnats de France de trial et j'ai Oui. débuté par du trial. Et ma première moto a été une 123 Montesa Cota. D'accordo, Voilà. ci vai a traduire. Allora lui Ouais. dice, prima di tutto la mia carriera è cominciata perché io avevo una famiglia molto sportiva, perché mio papà era campione del mondo di kayak e di canoa, quindi non ha minimamente mai messo i bastoni fra le ruote all'idea che io avevo di fare dello sport. Lui correva col trial, infatti questo lo sapevo, anche Hubert lo faceva, con un 123 Montesa, e quindi faceva il trial e ha scoperto Abidjan Nizza, che come sapete era la gara che si correva prima della Dakar e è stata quella che poi ha dato l'ispirazione a Thierry Sabine perché si perse in quella gara e da lì è cominciato tutto. Par contre, penser à la Abidjan Nice et à moto de trial, il n'y a pas grand chose à faire. Non, non, c'était complètement différent puisque j'avais une moto qui pesait pratiquement 60 kilos en trial. Et après, Oui. je me retrouvais avec une moto de plus de 150 kilos, 160 kilos. Donc, c'était complètement différent. Mais il est vrai que je me suis adapté assez vite. Et c'est surtout l'envie de connaître le continent africain qui m'a fait aller, qui m'a fait faire ces courses. Et pour moi, c'était très important tous les ans d'aller à la rencontre de l'Afrique. Et je dois dire que ça me manque beaucoup pour ça. Ah, je suis sûra. Allora, gli ho chiesto effettivamente, dico, uno che arriva dall'ambiente del trial e che va a fare i rally africani, diciamo che non c'è proprio tutta questa similitudine. E lui mi ha detto assolutamente no, infatti, però ha un amore sviscerato per il continente africano, dice soprattutto perché da una moto che pesava fondamentalmente 50-60 kg sono passato a una moto che ne pesava 150, quindi sicuramente un passaggio molto forte. Bon, alors, il arrive la première Dakar, vous prenez la décision de partir et vous organisez un team, toi, Hubert et Fenouil, correct? Oui, oui, c'est assez extraordinaire. Mais je dois dire que je connaissais Hubert par le trial, puisque Oui, nous nous sommes connus par les compétitions de trial. Et c'est à travers ces compétitions que moi j'ai dit à Hubert, écoute, j'ai fait l'Abidjan-Nice, c'était une course super, j'ai connu l'Afrique. Et maintenant que Thierry Sabine crée le Paris-Dakar, je vais partir. Et Auriol, 3 mois avant de partir, m'a dit, mais écoute, est-ce que je peux venir avec dans ton team? Je sais que tu as fait un petit team.
Et finalement, au lieu de partir à 2 avec Fenouil, nous sommes partis avec Oriol en plus. Et ce qui a été fantastique, puisque quand tu connais après la carrière des 3 hommes, c'était génial. Esattamente. Allora, ci per tradurre la Pre-Jariv. Allora lui dice sì, io appunto avevo già partecipato alla Nizza e correvo con Hubert nel trial. Hubert, e gli avevo detto, guarda, è una sensazione bellissima, un'esperienza bellissima, vieni a correre anche tu e guarda che c'è un personaggio che si chiama Thierry Sabine che ha messo in piedi la Parigi-Dakar. E Hubert, 3 mesi prima di partire, e loro facevano appunto trial insieme, gli dice sì, ottima idea, dai, cerca i soldi, poi insomma ce l'ha raccontato e si aggiunge al team che da 2 persone diventa di 3 persone e lui dice guardando la carriera che le 3 persone hanno fatto poi è veramente un evento straordinario. Ça m'étonne un peu que ton papa il a pris la décision de partir avec vous comme mécanicienne, lui qui venait dans kayak. Oui, et il était plutôt bon pilote et on avait un mécanicien à ses côtés. Et il est vrai que le premier Dakar, on avait un Toyota BJ75 et on avait 2 mécaniciens. On était 3 dans la voiture finalement. On avait un mécanicien que pour Fenouil, pour sa BMW, et un mécanicien pour Oriol et moi. Oui, Yamaha. Voilà, Yamaha. Oui. Et mon père a fait, le premier Dakar et le deuxième Dakar, que j'ai gagné notamment Ouais. grâce à son assistance, puisqu'il était toujours présent avec mon mécano, tous les soirs présent relativement tôt, puisqu'il se classait dans les 30, 30e pour arriver à bon port, pour me faire l'assistance. Ecco, la cosa importante che va ricordata è che a quei tempi anche le assistenze facevano la gara, quindi c'era una classifica fondamentalmente anche per loro ed era importantissimo non tanto arrivare bene, ma che le assistenze facessero una bella tappa per non arrivare troppo tardi. Lui dice questo che ci ha permesso, che mi ha permesso a me di vincere la gara, perché mio padre più che meccanico era un ottimo pilota, quindi di conseguenza guidava molto veloce, in macchina erano in 3, uno era il meccanico di Fenouil perché lui aveva una BMW mentre loro 2 erano su una Yamaha e l'altro meccanico lavorava per noi e quindi dice tutti e 3 insieme arrivavano in tempo e potevano lavorare sulla moto. J'ai expliqué aujourd'hui que la chose que ça m'étonne beaucoup, que les 3 personnages del team, toi, Hubert et Fenouil, vous avez après comment on peut dire, vous êtes passé de l'autre côté et vous avez commencé à organiser des courses et les plus importantes dans le monde du rally ride. Oui, bah, je pense qu'on était tellement passionnés l'un et l'autre par l'Afrique que la reconversion s'était faite automatiquement à organiser et à donner notre savoir aux autres. Et je pense que ça, c'était fantastique, puisque comme tu le dis si bien, Fenouil a pris les mains du Tunisie après des Pharaons. Moi, j'ai pris les mains après du Tunisie et du Maroc et Oriol du Dakar. Donc, on s'est retrouvés dans la même famille et un petit peu concurrents comme on l'était à l'époque en moto. Et c'est vrai que je pense que c'était plus profond que ça. C'était vraiment intérieurement important. Et je dois dire que l'Afrique nous avait piqué au vif. Oui, è vero, catturati completamente dall'Africa. Lui dice sì, perché alla fine loro 3, come spiegavo anche oggi nell'anteprima, sono poi diventati gli organizzatori più importanti per i rally ride, nella storia dei rally ride. Fenouil cominciò dalla Tunisia, poi passò al Faraoni, Cyril prese la Tunisia insieme a Jean-Christophe Pelletier e poi anche il Marocco e Hubert l'Africa. Quindi lui dice sicuramente è stato importante per noi quello che abbiamo fatto proprio a livello corse per poi portarci a sviluppare quella che è stata la storia della nostra vita. On a parlé avec Hubert aussi, on revient sur la première Dakar, de votre combinaison en cuir, et vous êtes parti tip-top, Oukla comme sponsor. Oui. Bah, c'est grâce à Hubert, puisque moi, on n'avait pas réussi à trouver beaucoup d'argent. Et le challenge, ça avait dit à Hubert, bah, écoute, toi, tu es doué pour trouver de l'argent, trouve de l'argent et comme ça, on sera bien habillé. Et il avait trouvé UCLA comme sponsor. Et UCLA nous avait dit, oui, mais moi, je veux que vous soyez habillés en cuir. Bon, bah, on a dit, OK, hein, tu donnes de l'argent, donc on est habillé en cuir. Ce n'était pas la meilleure chose, mais au moins, on avait un peu d'argent et on était protégés peut-être mieux. Surtout en Algérie. Oui, surtout en Algérie quand il faisait très froid, voilà.
Poi parlavamo appunto di questa tuta in pelle che gli era stata confezionata a tutti loro su misura e che era sicuramente una cosa strana, però lui dice io non sono stato mai bravo a trovare gli sponsor per le gare, quindi il compito era di Hubert. A quel punto Hubert si occupava di questo e trovò questa società che ci fece da sponsor e ci cucì queste tute. Bon, la deuxième édition, c'était plus facile pour toi, tu avais déjà gagné, ou c'était pire parce qu'il y avait beaucoup de personnes en plus, tu avais bien compris comment ça marchait la course. Oui, bah, il est vrai que j'ai été un petit peu vexé que Yamaha me prenne pas dans son team et il me donne une moto officielle, mais que je me débrouille. Et finalement, j'ai fait un grand pied de nez à l'usine Yamaha en leur disant bah, je suis capable de gagner tout seul. Donc ça a été un petit peu plus difficile parce que la première victoire, il est vrai que je la souhaitais, mais c'était venu pratiquement inopiné, quoi. Oui, C'était... La deuxième, j'ai été vraiment la chercher avec la rage parce que j'ai voulu prouver à tout le monde que bah, cette course que je voulais gagner de nouveau. Et c'est vrai que ça a été plus difficile. La pression était plus forte en tout cas. Allora dice, la seconda è stata una cosa abbastanza diversa dalla prima. La prima innanzitutto non se l'aspettava minimamente di vincere, quindi fu sicuramente una sorpresa. La seconda invece era rimasta un po' male perché la Yamaha non l'aveva chiamato nel team ufficiale e quindi voleva ancora di più partire per vincerla. Mais la deuxième aussi, tu l'as fait avec Yamaha. Oui, oui, j'avais la même moto que les officiels. Jean-Claude Olivier, le team manager, m'avait donné de l'argent suffisamment pour que je fasse mon team. C'était C'était semi-officiel, on peut dire. c'était Ouais. semi-officiel, exactement. Voilà. Sono quei team esatto semi-ufficiali per cui c'era l'ufficiale e non l'avevano chiamato, lui c'era rimasto veramente male, però Jean-Claude Olivier, che è sempre stato il capo, diciamo il boss di Yamaha France, Sonoto, gli aveva dato comunque una partecipazione alle spese, ma l'aveva messo a parte, quindi vincere era ancora più importante. C'est pour ça que gagner c'était encore plus important, hein, absolument. Oui, oui, Par oui. rapport à les autres. Et quand on gagne une fois, c'est de renouveler, de gagner de nouveau qui est de plus difficile parce que déjà on a la pression des autres, des médias, de tout le monde. On est toujours attendu pour essayer de renouveler la victoire, ce qui n'est pas facile à faire. Oui, surtout parce que les autres concurrents aussi ils ont commencé à comprendre un peu comme ça marche, ils sont peut-être plus agressives. Bien sûr, bien sûr. Bon, moi j'avais la chance déjà d'avoir l'expérience de la Beach-en-Nice, Oui. d'avoir gagné le premier Dakar et le deuxième, je partais déjà avec la volonté de gagner, avec une expérience déjà importante. Quello che dicevamo appunto l'esperienza lui l'aveva già fatta con la Bigiannizza, quindi comunque era già uno dei piloti più esperti. In più appunto la voglia di vincere la seconda, nonostante chiaramente anche gli altri concorrenti si facessero via via più aggressivi. Et après, on peut dire que c'est commencé l'époque Honda. Oui, oui, oui. Après, j'ai été vexé que Yamaha ne m'ait pas sollicité. Et en tout cas, ils m'ont sollicité, mais trop tard. Et quand Honda m'a proposé d'être pilote officiel, en me faisant gagner de l'argent, en changeant ma vie, puisque je dois dire que ma vie a totalement changé, puisque Eh moi, ben je oui. n'étais pas préparé à être pilote officiel, à gagner ma vie par la moto. Quand je vois mon père qui galérait à faire son sport, il gagnait rien. Moi, j'ai gagné plus vite d'argent que mes parents en 2 ans de temps. Donc ça m'a changé totalement ma vie. Et quand Honda m'a proposé le montant du chèque, j'ai dit et me prêter les voitures et ceci et cela. Donc j'ai dit c'est fantastique. Ma oui, allora dice poi è arrivata Honda appunto, comincia l'epoca Honda nel 1981, la casa lo chiama e lui diventa pilota professionista, quindi fa solo quello nella sua vita e dice io sinceramente è anche bello come racconto, non me l'aspettavo minimamente questa cosa, ma non ero neanche preparato a fare la vita di un pilota professionista, pagato per fare quello che mi piaceva fare, non solo poi avevo le macchine, mi davano tutto quello che chiedevo, me lo davano e dice io avevo visto mio papà che appunto era campione del mondo di canoa ma che aveva talmente faticato e si pagava tutto quanto, tutte le spese, quindi non ha mai vinto dei soldi e improvvisamente io mi trovavo a guadagnare più di tutta la mia famiglia ed era veramente qualcosa di inaspettato. Par contre, la première Dakar avec Honda, tu as terminé un peu plus loin dans la classement. Oui, oui, j'ai fini 23e et dernier.
Mais c'était un vrai challenge. Bon, la moto était pas bonne, mais bon, je n'avais pas le droit de le dire. Mais par contre, j'ai voulu absolument leur prouver que c'était une merde de moto, que ce n'était pas moi qui pilotais encore mal. Voilà. Oui, ça è importante, in effetti. Allora dice, per contro, la moto appena fatta da Honda non andava per niente bene. Ricordo che era una XLS 500 e lui voleva però dimostrare che il problema era della moto, non lo poteva dire che la moto non andava bene e quindi arrivò ultimo, 23esimo delle moto, il che voleva dire ultimo in quel caso, e però è voluto arrivare alla fine proprio per dimostrare che lui era capace di arrivare in fondo, era la moto che praticamente non lo aiutava in questo lavoro. Et après, l'année après, tu t'es occupé aussi du développement de la moto. Oui, oui, parce que j'étais tellement vexé d'avoir eu Eh, une mauvaise moto que je leur ai dit, il faut absolument qu'on puisse gagner. Et donc, laissez-moi vous donner des conseils. Et ils nous ont fait une moto, mais là, c'était carrément le HRC qui nous a fait une moto exceptionnelle, et ce qui m'a permis de remporter une troisième victoire dès 82. Et en 82, j'ai même participé à toutes les compétitions, que ce soit le Tunisie, les Pharaons. J'ai tout gagné, l'Atlas, le Maroc, j'ai tout gagné. Donc ça prouvait bien qu'il fallait une bonne moto. allora dice se non mi avevano fatto partecipare allo sviluppo della moto il primo anno e io c'ero rimasto malissimo, a questo punto finendo ultima alla Dakar gli ha detto bene signori se vogliamo fare qualcosa la moto la devo sviluppare io e loro gli diedero ascolto, rifecero completamente la moto, è lì che nasce l'XR 500 della Honda e dice e la strada era quella giusta perché quell'anno lui ha partecipato a tutte le gare, quindi Tunisia, Faraoni, tutte quante e ha vinto praticamente ovunque, arrivando poi nell'82 a vincere col team Honda Francia direttamente la Dakar. Et on peut dire que c'est la base, l'XR 500 de la Honda, c'est la moto essentielle pour le rally ride et c'est là qui s'est commencé l'histoire Africa Twin. Oui, oui, On peut dire totalement. Et ça. Ouais. Honda a compris que c'était important d'avoir une bonne moto, et l'image de marque du Dakar était hyper important. Et il est vrai que ils sont partis d'une XR, et après tout est parti de cette moto. Et après, on s'est rapidement aperçu que la BMW avec la bicylindre, on ne pourrait plus lutter, et il a fallu pas mal d'années pour qu'ils construisent cette fameuse Africa Twin en 86 pour renouer avec la victoire. E quindi dice sì, assolutamente è stata chiaramente la base poi per le moto che si sono sviluppate, quindi l'XLR 600 dopo a seguire fino ad arrivare all'Africa Twin, anche perché il discorso era loro avevano comunque l'esempio della BMW che era un bicilindrico e che andava bene comunque e quindi bisognava dosare fino a che appunto poi non è nata l'Africa Twin. Il était beaucoup plus légère l'Honda par rapport à la BM? Oui, oui, beaucoup plus légère, mais beaucoup moins puissante. Donc, malheureusement, dans les lignes droites, et comme tu le sais si bien, au Dakar, il y avait quand même beaucoup de lignes droites. On avait 20 km/h de moins. Donc, dans les parties techniques, on roulait comme des fous, mais on n'arrivait pas à combler le retard, et on prenait des risques insensés quand tu roulais tranquillement avec la BMW sur des lignes droites. Donc, c'était très difficile à lutter contre ces fameuses BMW, et c'est pour ça qu'après, tous les constructeurs ont construit des bicylindres, que ce soit Cagiva, que ce soit Yamaha ou Honda. Oui. E quindi lui dice sì, perché io gli ho chiesto quanto era molto più leggera la Honda, dice sì, sicuramente era più leggera, però era anche molto meno potente, quindi nei tratti lunghi, e si sa che ce ne sono, c'erano dei rettilini molto lunghi in Africa e chiaramente noi non potevamo fare niente, non c'era proprio battaglia contro le BMW che erano molto, molto più potenti, molto più forti di noi. Ça passe alors les 84 et 85 tu restes dans les premières 5 et après, qu'est-ce que ça change? Ça change la moto encore plus puissante pour gagner les 86. Oui, 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 j'étais suffisamment vexé de ne pas pouvoir gagner, puisque je n'avais pas une moto assez performante. Et dès 85, eh bien, Honda, les Japonais, nous ont demandé qu'est-ce qu'il fallait, et on a construit cette fameuse NXR qui est devenue après l'Africa Twin. Et là, Oui. je dois dire que
une moto fantastique qu'on mettrait encore sur le marché, qui serait encore, à mon avis, dans le coup. Absolument. Donc, une moto fabriquée à la main d'usine, quoi, comme les motos de Freddy Spencer. Donc, on avait une moto, mon mécano me disait, mais attention, tu sais ce que tu as dans les mains, tu as plus d'1 million d'euros là dans les mains. Donc, attention. Wow! Avec des pièces fabriquées en titane, enfin des choses absolument fabuleuses. Esatto, allora lui dice, poi appunto non riuscivamo, quindi quarto, quinto, insomma non si riesce più a vincere fino a che Honda, gli ingegneri giapponesi, esattamente come succede poi anche adesso, lo chiamano e gli dicono, vabbè, noi vincevamo, ora non vinciamo più, che cosa bisogna fare per tornare alla vittoria? E lui gli dice, ci vuole più potenza, ed è così che nasce la NXR 750, che sicuramente andava molto più forte, era un prototipo, era eccezionale, e da lì che poi nasce l'Africa Twin. E quando lui la mattina partiva c'erano i suoi meccanici che gli dicevano, tu ti rendi conto, vero, di che cosa hai fra le mani? E lui diceva, cosa, in che senso? E lui diceva, c'hai una moto che vale 1 milione di euro, l'equivalente di 1 milione di euro oggi, perché era una moto costruita proprio su misura per lui. E a quel punto la battaglia era Cagiva, BMW et Honda. On est arrivé le moment que la bataille c'était entre Honda, Cagiva et BM. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, tout le monde avait maintenant compris qu'il fallait des bicylindres. Et je dois dire que bah, après, on luttait avec des armes à peu près égales. Et puis bah, fallait se débrouiller en tant que pilote. Et il est vrai que moi, la Honda me satisfaisait totalement. Et donc, j'ai réussi le doublé encore entre 86 et 87. Così ho rivinto e quindi a questo punto arriviamo alle 5 vittorie nell'86 e nell'87 perché anche loro avevano capito che c'era comunque bisogno del bicilindrico per fare un risultato nonostante una grandissima battaglia. Après ça, tu es revenu su Yamaha dalle 89. Oui, il est vrai que j'ai eu une petite embrouille avec Honda et les Italiens m'avaient sollicité de venir chez eux. Et comme j'appréciais vraiment les teams italiens, j'ai dit, allez, je vais faire un test pour venir. Mais il est vrai que je suis retombé avec une monocylindre et ce n'était pas le bon choix. Oui, pas ancora. Allora dice sì, nell'89 effettivamente se andiamo a vedere lui ha corso con una Yamaha Belgarda, quindi con il team italiano. E allora gli ho chiesto come mai questa decisione. Dice ma perché loro mi facevano la corte da tanto tempo, solo che avevano un monocilindrico, anche se era per carità il 750 era un monocilindrico. Quindi dice io non mi ci trovavo moltissimo, tant'è vero che chiuse comunque in un ottimo quinto posto. Pourquoi tu aimais beaucoup les teams italiens? Peut-être pour le bivouac, pour la pasta ou des choses comme ça aussi? Oui, oui, pour l'ambiance, l'ambiance et les team managers écoutaient beaucoup plus les pilotes. Et il est vrai que chez Honda, j'étais plus beaucoup écouté. Et si je gagnais, ça leur faisait de l'ombre. C'était plus le pilote qui prenait l'image que la moto. Donc c'est pour ça on a fait une rupture. Et bon, Ça j'ai c'est été sûr, ça, déçu. ouais. Soit un team italien, ça passe pas, hein. C'est toujours les Non, pilotes non. qui c'est, ouais. Exactement. Mais les Japonais, eux, voulaient plus que la moto soit plus forte que le pilote. Et ça, à un moment donné, ça a clashé, quoi. Mm. Allora, interessante questo spunto perché lui dice mi piaceva correre con un team italiano, allora io scherzando gli ho detto fammi capire, ti piaceva perché la sera al bivacco si mangiava la pasta? Lui dice sicuramente sì, però dice c'era un ambiente completamente diverso, il team manager vedevi che era proprio lì per le persone, per i piloti e poi i giapponesi soffrivano un po' di invidia se il pilota vinceva, loro dicevano che il pilota metteva in ombra la moto, dice questa è una cosa che invece in un team italiano non è assolutamente mai successo. On arrive au 91 et là tu arrives avec un Cagiva aussi. Oui, bah, il faut dire que Kajiva, dès 86, m'a sollicité pendant tous les ans pour que je vienne dans leur team. Et je disais non au frère Castiglione, non, non, je veux pas, je veux pas. Et il est vrai qu'en 90, je suis retourné chez Yamaha France puisque Jean-Claude Olivier m'a demandé de revenir dans son team avec Peter Hansel qui a fait une carrière fabuleuse après. Et il est vrai que tous les deux, Peter Hansel et neveu, on était amis et rivaux. Et il est vrai que j'ai pas eu de chance, on a abandonné tous les deux en 90. Et quand Kajiva m'a rappelé
j'ai dit, bon, il faut finir ta carrière chez eux parce que c'est trop beau là. Et j'avais fait la lutte avec Hubert, avec la Cagiva et la Honda. J'ai dit, Oui. il faut que je gagne avec une Cagiva. Et je finirai ma carrière en beauté. Voilà. Et c'est pas comme ça, par contre. Tu n'as pas gagné, Non, malheureusement, j'ai pas malheureusement. gagné. Oh, Malheureusement. allora dice, l'ultima sua Dakar in moto, chiusa al 25esimo posto, tra l'altro nel 91 fu con una Cagiva. Allora dico, come ci sei finito in Cagiva? Perché veramente a questo punto ha fatto tutto il giro delle moto. E lui dice, perché nel 90 mi aveva chiamato Jean-Claude Olivier per tornare a far parte del team ufficiale Honda, quindi scusatemi, Yamaha ancora sono to, con Peter Hansel, per cui insomma dice, eravamo un gran bel team e me lo ricordo molto bene, però tutti e due ruppero e tutti e due tornarono a casa prima della fine. A quel punto dice, siccome Castiglioni mi faceva una corte da tantissimo tempo per la Cagiva, io avevo sempre detto no perché avevo trovato altre situazioni. A quel punto ho detto, sai che c'è? Va bene, finisco la carriera in Cagiva e vinco la Dakar con la Cagiva. Non gli è riuscito di vincerla, però ha corso almeno un anno con la Cagiva Elephant. Est-ce que je peux te demander la grande différence entre Yamaha, Honda et Cagiva aussi? Je dirais que Honda c'est vraiment les techniciens les japonais et il faut être très strict, mais ils sont à l'écoute des pilotes, mais il faut vraiment travailler très longtemps avec eux pour avoir leur confiance. Chez Yamaha, Jean-Claude Olivier, c'était lui le team manager, donc c'était un pilote patron, donc c'était pas facile parce que il écoutait pas souvent ses pilotes, il écoutait plus souvent Ça c'est lui. vrai? Oui. Que chez Cagiva, c'était la famille. La famille, il t'écoutait et il te respectait parce que moi, j'avais déjà gagné 5 Dakar. Donc, pour eux je savais ce que je racontais. Et donc ça, c'était important. Et moi, j'étais vraiment désolé. Malheureusement, la boîte de vitesse a cassé et Arcaron a merdé. On était avec Orioli, que j'estimais beaucoup. On a essayé tout pour faire gagner Arcaron, mais il n'a rien compris. Mais bon, ça, c'était Arcaron. Hein. Eddie, que j'estime beaucoup, était une personne très intelligente, mais Arcaron un peu moins. Mais bon, voilà. Et, mais non, chez Cagiva, c'était les frères Castiglione, quand ils te faisaient confiance, ils te faisaient confiance surtout, et ça, c'était fabuleux. Ouais, c'est vrai. Allora mi piace perché non ho peli sulla lingua, Cyril mi fa ammazzare. Allora lui dice l'Honda era estremamente tecnica, estremamente tecnologica perché i giapponesi lavorano, diciamo, in una certa maniera, molto inquadrati, la moto soprattutto, il team, quindi un team molto serio, un modo di lavorare completamente diverso. Dice in Yamaha c'era Jean-Claude Olivier che era un team manager, ma era anche un pilota e tutti conosciamo il carattere di Jean-Claude Olivier, che purtroppo non c'è più, comunque è sempre stato uno tostissimo e essendo lui pilota tu gli potevi dire quello che ti pareva, però si faceva sempre quello che diceva lui perché lui era pilota, quindi lui sapeva come andavano le cose. Invece Cagiva, come dice sempre Ciro De Petri, era la famiglia italiana e quindi dice lì ti ascoltavano veramente, lì capivi che era tutto incentrato sul pilota e quindi ti volevano bene, stavi bene con loro, era veramente un rapporto bellissimo e peccato dice che quell'anno lì lui correva con Arcaronso, Orioli e Neveu appunto questa era la squadra e dice facemmo di tutto per far vincere Arcaronso ma Arcaronso questo non l'aveva capito e appunto senza peli sulla lingua ha detto perché Arcaronso non ha mai capito questa cosa e quindi non siamo riusciti a farlo vincere e arrivarono insomma più dietro anche perché c'era un problema al cambio. La Cagiva il a toujours souffert avec la boîte. Il y avait toujours des problèmes de boîte, aussi à l'ancienne avec Hubert, il en nous racontait, et des Petri aussi. Eh oui, malheureusement, moi j'ai eu un problème technique sur cette boîte de vitesse, sinon bah, j'étais dans le coup, mais bon. Comme je t'ai dit, après avec Orioli qui a eu aussi un problème, on a essayé de tout faire pour faire gagner une Cagiva, mais ça n'a pas été. Puis après, j'ai pris conscience qu'il fallait que j'arrête parce que je prenais trop conscience du danger que je courais tous les ans. Et après avoir gagné 5 fois sur 13 années, j'ai dit vaut mieux arrêter que d'aller se blesser et jamais revenir.
Assolutamente. Allora lui dice: avevo vinto 5 volte su 13 partecipazioni. Il problema del cambio, ne abbiamo discusso anche nei giorni scorsi, era un problema effettivamente che si sapeva sull'HG, va lo ruppe anche lui e quindi rimase abbastanza incastrato nella classifica. Però dice: a quel punto mi rendevo conto, avevo già avuto tantissimo a livello di vittorie, come dicevo 5 su 13 partecipazioni. A quel punto mi sono detto: sto prendendo troppi rischi, stava veramente rischiando tantissimo e quindi decise di smettere con les et di cominciare però con le vetture. C'est comme ça que tu as commencé avec les voitures et avec les buggy. Oui, 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 oui. Bah, malheureusement, j'ai pas fait une carrière aussi brillante en voiture qu'en moto. Et j'ai commencé aussi une autre carrière d'organisateur. Donc c'était pas facile d'allier Ah bah l'organisation oui. et le pilote voiture. Donc j'ai préféré garder mon métier d'organisateur et tant pis, sacrifier ma carrière de voiture. Bon, c'est un petit peu ce que je regretterais, mais bon, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à organiser pendant Ah 20 bah ans en oui. Tunisie. Voilà. Oh, allora lui dice sì, ho cominciato a correre con le macchine e lo ricordiamo appunto con i buggy, le sue prime esperienze, però dice nello stesso tempo io avevo cominciato a organizzare i rally, quindi non era possibile riuscire a fare tutte e due le cose. Ho sacrificato un po' la mia carriera appunto con le macchine e non ho fatto lo stesso, avrei voluto vincere chiaramente, ma non l'ho potuto fare. Mi dispiace, è un piccolo rimpianto che ho, però ho costruito qualcosa di meraviglioso e che è il rally di Tunisia. Et c'est vrai aussi que les rallyes de Tunisie, après, il est parti très, très fort. Avec Jean-Christophe, vous avez créé quelque chose d'incroyable avec la collaboration aussi des Optiques 2000. Et Ouais. vous avez créé l'histoire des rallyes de Tunisie. Oui, oui, c'est pour ça que je ne regrette absolument pas parce que on a vécu 20 ans fantastiques et on s'entendait très très bien avec Jean-Christophe qui est décédé malheureusement et c'était une belle histoire et c'est pour ça que je n'ai pas de regret de ne pas avoir fait une carrière voiture parce que comme tu le dis si bien, on a monté un rallye où on avait plus de 1000 personnes donc on était vraiment le petit frère du Dakar et c'était fantastique. Oui, e dice sicuramente appunto come dicevamo piccoli rimpianti, però insomma alla fine questo rally ragazzi era veramente, chi l'ha vissuto e se lo ricorda, era veramente molto bello, durava circa una settimana e avevano quasi 1000 persone, quindi era una piccola Dakar, in un certo senso si svolgeva ad aprile e quindi dice questo ci ha talmente riempito di gioia che siamo andati avanti. Après la Tunisie, c'est le Maroc aussi que vous avez commencé l'aventure là-bas aussi. Oui, il est vrai que le rallye du Maroc existait, mais il était un petit peu moribond et les organisateurs l'ont délaissé. Et à Jean-Christophe, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on reprenne ce rallye. Et puis, on a bien fait puisque nos deux rallyes faisaient partie de la Coupe du Monde des rallyes raids, aussi bien auto-moto. Donc, après, on était à la tête de deux rallyes, et ce qui est vrai qu'a fait pas mal de jaloux dans le milieu. Oui, ça c'est vrai. Je me rappelais plus ça, ma c'est vrai. Dice sì, abbiamo preso poi anche la gestione del Marocco perché c'era già ma non stava andando benissimo, quindi l'abbiamo presa noi ed è stato molto bello, però avevamo 2 gare appunto di Coppa del Mondo e auto in quel momento era, e però qualcuno insomma si è cominciato a ingelosire un pochettino e quindi abbiamo dovuto poi mollare un po' la situazione. Je sais aussi que tu as 2 autres passions aussi, c'est le jet ski et la motoneige aussi. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai que j'ai organisé pas mal de courses de jet ski et j'ai fait des courses de jet ski avec des amis animateurs comme Vincent Lagaffe, comme Alexandre Debanne. On Thierry a fait des aussi, no? Thierry traversées. Sharp? Oui, Thierry Sharp, bien sûr, qui était mon employé et son fils est devenu champion du monde. Euh, Exactement. voilà, non, non, bah Thierry, c'est un petit peu moi qui l'ai tiré vers le jet ski et puis Je après sais, c'est pour ça. voilà. Il en a fait profiter son fils. Et c'est vrai que j'avais ces deux passions. Et puis, bah, j'avais la passion aussi de la motoneige auquel on a participé la première course à Ricana avec Oriol notamment, où on s'est retrouvés tous les deux dans un même team avec Philippe Vassard, mon équipier. Voilà.
Oui, c'est ça. Allora, giustamente abbiamo parlato anche di Philippe Vassar, giustamente perché abbiamo toccato l'argomento jet ski, perché appunto lui correva con le moto d'acqua e correva con ottimi risultati e ha organizzato per molto tempo anche delle gare di moto d'acqua. Diceva, ho coinvolto parecchi amici, fra cui il nostro amico Thierry Scharf e suo figlio adesso è diventato, tra l'altro Benjamin è diventato campione del mondo e proprio da lì nasce la passione. E poi la motoslitta, ricordate che ce ne ha parlato Hubert Oriol et questa Arricana, questa prima edizione di Arricana. Mais quand vous êtes parti pour Arricana, la première édition, tu avais déjà un peu d'expérience sur la motoneige. Hubert était zéro. Oui, oui, puisqu'il faut savoir que mes parents avaient un hôtel en pleine altitude en montagne et ils avaient des motoneiges pour monter à cet hôtel. Et moi, c'est vrai que bah, je me servais des motoneiges tous les ans. Et donc, j'avais déjà une bonne expérience que Oriol et Vassar n'avaient zéro expérience. Esatto. Allora lui dice sì perché avevamo un albergo in montagna, io usavo la motoslitta per andare su e giù tutto l'inverno, quindi avevo sicuramente più pratica, ma adesso gli andiamo a chiedere quella cosa del TP. Mais Hubert, il a nous raconté une histoire que vous avez dormi dans un tipi et il y avait le feu à alimenter pour toute la nuit et tu l'as pas fait, tu t'es endormi. Voilà, exactement. On devait se réveiller toutes les heures et moi, je ne me suis pas réveillée. Et le lendemain, on a retrouvé nos chaussettes qui étaient toutes gelées. Oui, c'est ta faute. C'était de ma faute, exact. J'ai dormi. Dice sì, se lo ricorda benissimo che appunto lui era il responsabile, il fuochista, diciamo così, di quella nottata e quando toccava a lui svegliarsi e mettere tutto a posto, chiaramente non si è svegliato, si è addormentato di brutto e quindi hanno trovato la mattina tutto ghiacciato. Cyril, on peut parler maintenant de ta carrière, on peut dire les autos anciennes, les voitures anciennes. Et toi, tu organises beaucoup de rallyes maintenant. Tu as les Megève, les Maroc classiques, l'Adriatic Tour, les Transalpes, plein de choses. Mais ce ne sont pas des rally rides, ce sont des voitures historiques, justement. Exactement, oui, oui. Quand j'ai vendu la société NPO qui organisait le Maroc et le Tunisie en 2008, bah, j'ai pris 2 années sabbatiques. Hein, j'ai fait des vacances et après, j'ai décidé d'organiser bah, ma troisième passion qui était. Il faut savoir que quand j'ai gagné les premiers argents que j'ai gagnés sur le Dakar, j'ai acheté des voitures classiques. Ah, Mais il y a déjà 30 ans, 40 ans. Donc, donc, si tu veux, je me suis retrouvé à la tête de dizaines de voitures classiques, personnellement. Et il est venu tout de suite naturellement de dire, eh bien, ton métier, c'est d'organiser des rallyes, eh bien, tu vas organiser des rallyes de voitures classiques. Voilà. jamais Et arrêté, hein? voilà, et j'ai jamais arrêté. Et je me suis retrouvée avec 2 rallyes et maintenant 6 rallyes à la tête de 6 rallyes. Voilà. C'est ça. Allora, dicevo, oggi con la sua Cyril Neveu Promotion, Cyril organizza ben 6 rally di auto storiche. Auto storiche non da rally ride, ma proprio auto, diciamo, per la strada, per l'asfalto. E lui dice sì, perché quando ho cominciato a guadagnare con i miei soldi, appunto, con la Honda, immediatamente ho investito in vetture storiche e ho comprato prima una, poi l'altra e alla fine mi sono trovato che avevo un garage con 10 macchine storiche all'interno. Allora mi sono preso, quando ho venduto tutta quanta a NPO, mi sono preso 2 anni sabbatici e poi mi sono guardato in garage e ho detto vabbè, ma se io ho 10 macchine vorrà dire che questa è la mia direzione, e a quel punto ha cominciato a organizzare questi rally. Est-ce que nous avons des commentaires? Il y a quelqu'un qui veut savoir quelle voiture tu as dans ton garage, tes voitures classiques, qu'est-ce qu'ils sont? Alors la première, c'est une Honda S800, une petite Honda S800. Après, j'ai une Ferrari Dino. Oui, wow! Après, j'ai une Fiat Dino aussi. Après, j'ai une Corvette des années 57, une C1. Wow! Après, j'ai une DS Cabriolet Chaperon. Wow! Après, j'ai une Porsche 911 de 1968, une Targa. Et puis j'ai une BMW
une 633 pour faire de la course sur la piste. Et puis une petite BMW, mais une 2002 Ti. Voilà. D'accordo, pas male. Allora avete sentito, ha una piccola Honda, poi ha una Ferrari Dino, una Fiat Dino, due BMW e direi che non è niente male come parco macchine e una di queste BMW la usa in pista, quindi la Porsche naturalmente non poteva mancare. Pas de Mercedes, tu n'aimes pas la Mercedes? Non, je ne suis pas fan des vieilles Mercedes, non. Eh, Non. d'accord. Ou alors il y en a une qui me tente très bien, mais elle est trop chère. C'est une 300 SL. Là, je voulais giusto arrivare là. Dice sì, perché gli ho chiesto come mai non c'è una Mercedes. Dice ma non mi fanno impazzire. Poi dice quelle che piacciono a me, che sono comunque troppo care. Écoute, cette année, pour le moment, à cause du Covid-19, tu as tout arrêté. Comme tu penses de te débrouiller pour les prochains mois? Bah écoute, on a en effet annulé 4 rallyes sur les 6 et on espère organiser le Megève Saint-Tropez en septembre et l'Entre-deux-Mers qui part de Saint-Émilion à Monaco au mois d'octobre. Donc j'espère conserver ces 2 rallyes si tout va bien. D'accordo, su 6 gare dice a costo del Covid-19 abbiamo dovuto cancellarne 4. Abbiamo ora il Megève Saint-Tropez previsto a settembre e poi da costa a costa tra due mari, entre deux mers, a ottobre. Dice quelli sinceramente speriamo di riuscire a farli. Non è facile chiaramente neanche per loro prevedere. Est-ce que tu sais que le Dakar, il a proposé pour le prochaine année la catégorie classique? Tu as entendu ça? Non, mais je n'y crois pas du tout. Je vois pas l'intérêt de rouler avec des vieilles voitures ou des vieilles motos en tout terrain. Autant sur le goudron, ça fait plaisir, mais en tout terrain, je vois pas l'intérêt. Et je pense que beaucoup de personnes ont déjà essayé et je pense pas que ça marche. Allora, questa cosa è interessante perché appunto, come dicevo, avete visto che la Dakar ha istituito questa categoria Classic, vorrebbero già dal prossimo anno, sono le vetture che hanno corso prima del 2000, sia macchine che camion. Allora gli ho detto cosa ne pensi di questa idea? Lui ha detto non penso che sia un'idea buona e credo che sia destinata a fallire perché l'hanno già provata molte persone prima di ASO e non ha mai funzionato. In effetti questo è vero. E dice non vedo quale sia il vantaggio di far correre delle vetture vecchie in una gara, per quanto possano essere diverse le speciali, in una gara come la Dakar che insomma non è affatto facile, per cui insomma non è molto d'accordo, ma domani ne sapremo di più, poi vi svelerò perché. Bon, et alors maintenant comme tu passes ton temps, qu'est-ce que tu fais tes journées? Ah ben écoute, j'ai acheté une maison il y a pas longtemps, il y a 8 mois, je devais faire des travaux et ben finalement c'est moi qui fais une partie des travaux. Bravo. Voilà. Tu as bien trouvé comme faire, hein? Oui, parce que moi je ne peux pas rester inactif, donc il faut que je fasse des Ouais. choses. Donc depuis 2 mois, je fais des travaux. Voilà. Super. Allora gli ho chiesto quindi come passi le tue giornate. Dice ho comprato una casa proprio 2 mesi fa e siccome c'erano dei lavori da fare non sembrava meglio di così, non poteva accadere perché mi sono messo a fare questi lavori e quindi ci sto fermo, non sono capace di stare e quindi vediamo insomma di portarlo avanti. A questo punto, bon, je te remercie beaucoup pour cette petite chat. Ok, ben merci à toi. Merci Cyril. J'annonce pour demain notre... Allora sì, c'è la grande sorpresa, oggi doveva essere l'ultimo giorno e avevo aspettato appunto Cyril per chiudere in bellezza, ma c'è stata una sorpresa. Qualcuno che sinceramente stavo lavorando ai fianchi da diciamo 2 settimane e che mi ha detto quando finisci tutte quante le tue dirette, io gli ho detto lunedì 4, benissimo, mi fa allora martedì 5 vengo ospite con te. E ho detto come martedì 5? Dice sì, io martedì 5 ci sarò, quindi preparatevi perché ragazzi questo è il grande colpaccio, domani ospite con noi avremo David Casterà. Demain on a David Casterà. Ah bah très bien, bah, c'est un bon copain, c'est un mec super, ok. Oui. Tu connais son papa aussi? Il était jamais ton mécanicien ou pas? Non, son père était le mécanicien, il était dans la voiture de mon père. Oui. Ah, c'était lui aussi. Ah, oui, d'accord. Oui. D'accord. C'était le mécano de Fenouil.
D'accordo, eccolo qua, infatti vedi, non l'avevo detto prima, ma io non ho insistito. Il papà di David era il meccanico, giustamente, di Fenouil, che era nella macchina della prima Dakar insieme a loro. Quindi, signori, domani, come dire, se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto e noi avremo David Casterà e parleremo ovviamente anche di Dakar. Ah, on a Claudio Terruzzi che te passe un bonjour Ouais, il ne souviene encore Montecampione. oui, L'onore al exact. capitano que vous avez fait. Ouais, ouais, bon souvenir, très bon souvenir. Ouais, super. Ok, je te remercie Allez, je encore t'embrasse. beaucoup. Merci, je t'embrasse aussi. Ciao Cyril. Bye. Ciao a Ciao. tutti allora, ci vediamo Ciao. domani, arrivederci ancora grazie, a prestissimo domani alle 17 con David Casterà.